Nous sommes Bonjour. le 7 novembre 2023 et nous nous retrouvons avec Marion ici pour un sujet qui vraiment l'a passionnée, sur lequel elle a d'ailleurs écrit un livre jadis, mais qui a sauté dans l'actualité, même si l'actualité actuelle étouffe tout, hein, c'est la guerre entre le Hamas et Israël, évidemment. C'est l'histoire de l'Arménie et de ce territoire à côté de l'Arménie qui est envahi par l'Azerbaïdjan dont vous allez parler, hein. Mais d'abord, est-ce que vous voulez bien montrer ce livre que vous avez écrit il y a quelques années? Voilà, la chrétienté disparue du Caucase. Donc, je vais commencer par raconter l'histoire de cette découverte. Et ensuite, eh bien, je montrerai que les enjeux et que derrière, eh bien, il y a la question du Haut-Karabagh. Ce que j'avais déjà entrevu, mais je n'avais pas entrevu à quel point c'était connu du monde musulman. Alors, des Turcs et puis de ce qu'on appelle l'école historique de Bakou, c'est-à-dire de l'Azerbaïdjan, qui eux connaissent parfaitement cette histoire, et il y a ce qu'on appelle une querelle historiographique entre l'Arménie et puis l'Azerbaïdjan à propos de ce territoire albanien. Et dans ce territoire albanien, il y a une petite région qui s'appelle l'Artsakh, et l'Artsakh, c'est le Haut-Karabagh actuel. D'accord. Donc Voilà. en fait, ça remonte. On doit regarder d'abord peut-être Voilà. l'histoire de cette région, Voilà. puisque c'est l'histoire de la Voilà. limite entre l'islam d'un côté, le christianisme de l'autre, sachant que la Turquie actuelle, c'est l'Empire romain d'Orient. Oui, tout à fait. Donc, alors, je vais raconter peut-être la genèse de ce travail. Donc, il y a quelques années, hein, à quelle année j'ai publié ce livre, je ne m'en souviens plus très bien, je crois que c'est en 2019. Oui, ça, c'est pas si vieux finalement, ça a 4 ans. Et donc, un jour, je tombe incidemment sur un article de Georges Dumézil qui s'intitulait La chrétienté disparue dans le Caucase. J'étais tout à fait étonnée. C'est un article qui fait une page, qui est publié en 1940, et dans lequel Georges Dumézil soulignait que il existait un alphabet albanien, que cet alphabet albanien était connu de l'historiographie arménienne, qu'il avait été répertorié dans un manuscrit numéro 1117 qui se trouve dans la grande bibliothèque du Maté-Nabaran en Arménie. Et donc, Dumézil disait, et il a été reconnu, identifié par 2 grands linguistes, Akaki, et puis alors les noms sont toujours un peu compliqués à mémoriser pour nous. Mais en tout cas, ces 2 grands linguistes ont attesté qu'il s'agissait bien de cet alphabet albanien. Or, ce royaume albanien est extrêmement ancien. Et il se trouve que ce royaume albanien a une histoire chrétienne, c'est-à-dire qu'il a été christianisé. Les chercheurs de l'école historique de Bakou disent que c'est 300. Alors, ils le datent à 2 années près, 367, quelque chose comme ça. Comment il peut Oui. faire, je ne sais pas. Donc à l'époque Enfin, en tous les cas, de c'est très l'Empire tard. romain chrétien avec l'empereur Théodose, c'est presque cette période-là, oui. Oui, alors je pense que c'est même avant. Voilà. Avant. Je pense que c'est D'accord. même avant, mais enfin, en tous les cas, eux, déjà, datent c'est très ancien. Donc, Georges Dumézil écrit ça, 1940, évidemment, personne ne s'intéresse à ça. Et puis, les années passent. Et puis, en 1995, eh bien, il y a un incendie au Mont Sinaï, au monastère du Sinaï. Une trappe s'ouvre, enfin, ça provoque des dégâts épouvantables, mais en même temps, on découvre une espèce de rebut de bibliothèque dans lequel il y a des quantités de fragments. Donc évidemment, on commence à un peu regarder tout ça. Ce sont beaucoup les géorgiens parce qu'il y avait beaucoup. Alors il y avait de l'arabe, du géorgien, etc. Il y avait tout un tas de langues. Et puis, évidemment, au fur et à mesure de l'exploration de ces fragments, de cette littérature, eh bien, on découvre deux textes, de palimpsestes, c'est-à-dire ils sont écrits en géorgien, mais on gratte un peu et qu'est-ce qu'on voit? On voit et on reconnaît, les Géorgiens reconnaissent cette écriture albanienne, cette écriture que l'on connaissait, mais on n'avait pas de littérature. Alors on avait quelques graffitis qui avaient été découverts, mais c'était pas suffisant pour enquêter. Et donc alors 1995, il faut 15 ans hein, c'est 1975 l'incendie, mais il faut 15 ans pour qu'il y ait une première Oui. expédition. Ils n'y arrivent pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques, ça a brûlé, donc il faut décompresser tous ces documents, etc. C'est très compliqué. Il y a une deuxième expédition, parce que c'est la France d'ailleurs qui
qui finance l'école pratique des hautes études, je crois, et puis l'ambassade de France en Géorgie. Il trouve un financement, puis il y a une deuxième expédition, une deuxième entreprise pour analyser ces documents. Alors cette fois, on avance un petit peu. Alors celui qui dirige un peu ça, c'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, s'appelle Zaza Alexidé, que je ne l'ai pas connu, mais j'ai échangé avec lui parce que quand j'ai travaillé là-dessus, j'ai écrit un article en racontant cette découverte, le travail de Zaza Alexidé, et puis je lui ai envoyé l'article, il m'a remercié en disant merci beaucoup pour votre travail, votre texte, which is very good indeed, puisqu'il exprime en anglais. Et je n'avais pas le droit, mais je lui ai envoyé le PDF de mon livre. Il était extrêmement content. Donc, c'est Zaza Alexidé qui dirige ces expéditions. Et puis, alors, c'est un codicologue, c'est-à-dire, en fait, il fait une analyse codicologique et il découvre quoi? Qu'il s'agit d'un lectionnaire. C'est un lectionnaire en albanien. Alors, ces lectionnaires, ils appellent ça l'évangile de la croix, c'est-à-dire l'évangile de Saint Jean. Les chrétiens d'Orient appellent l'évangile de Saint Jean l'évangile de la croix. Et donc, il reconnaît. Alors ça, ils mettent du temps, hein. Ça se passe sur une trentaine d'années. Hein. Il reconnaît le texte. Alors j'ai raconté ça un peu précisément, comment il reconnaît à partir des péricopes, de ce qu'on appelle les péricopes. Alors au début c'était un peu difficile parce que normalement les péricopes sont un peu plus gros, puis là en fait ils sont plus petits, etc. Donc ils analysent tout ça. Puis c'est une équipe, hein, il n'est pas tout seul. Et puis alors il y a des Français, et en particulier le père Charles Renoux, qui est au frère Athanase, qui est un bénédictin de Ankhalkat. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 92 ans. Il rentrait de Géorgie, il avait attrapé un rhume, il était en pleine forme, il était très content que quelqu'un s'intéresse. Alors évidemment, moi, je n'avais pas tout à fait la même perspective. Je suis arrivée avec mes cartes, ma cartographie, en lui expliquant les enjeux géopolitiques, etc. Ah bon, il hallucinait un peu, mais il était ravi. Et il m'a ouvert tous ses dossiers, toutes ses archives. Donc, on a un peu causé de cette question-là. J'ai été très ravie on est resté en lien quelques années après. Là, depuis quelques temps, j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas très bien. Il était déjà âgé. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un travail vraiment. Alors lui, c'est un travail très minutieux parce qu'il a beaucoup travaillé sur les modèles de lectionnaires de Jérusalem. Et en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ce lectionnaire était sur le modèle des lectionnaires de Jérusalem, hiérosolométains, mais avec des modifications. Il a fait l'hypothèse que au 5e siècle, il y avait un liturge albanien qui avait démonté en quelque sorte un lectionnaire de Jérusalem pour reconstituer un autre modèle de lectionnaire, et donc sans doute plus adapté à la communauté albanienne pour des raisons diverses. Donc ça, c'est cette découverte. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit? C'est un royaume albanais. Alors on fait un peu quelques recherches, et puis en fait, on a déjà des éléments, hein. C'est connu depuis la haute antiquité, il y a des gens qui en ont parlé, mais évidemment, on sait qu'il y a un royaume albanien dans l'Antiquité, mais on ne savait pas, on savait qu'il y avait un alphabet, et on savait que c'était un des 12 alphabets, alors par ce manuscrit numéro 1117, où les 12 alphabets sont recopiés, dont cet alphabet albanien, mais recopié par un arménien. Donc en fait, il a recopié un alphabet, vous voyez, compliqué, de 52 consonnes, donc un alphabet très compliqué qui ne correspond pas tout à fait au modèle arménien. Donc il y a aussi quelques erreurs, donc ils ont eu du mal, hein. Ils ont ramé, hein, d'après ce que j'ai pu entrevoir. Et donc ça veut dire qu'il y a eu donc une chrétienté, une troisième chrétienté, en plus de la chrétienté que l'on connaît, arménienne, et puis la Géorgie. Donc ça, c'est quand même une découverte fantastique. Et donc, quand j'ai découvert ce dossier, j'ai écrit La chrétienté disparue dans le Caucase. Alors, en fait, c'est un très mauvais titre. Le vrai titre, c'est de ce livre, c'est l'histoire eurasiatique du christianisme. Mais en fait, au début, c'est vrai qu'au début, j'étais centrée sur ce dossier de la chrétienté. Et puis alors ensuite, je me suis dit, mais c'est une pierre dans cette idée d'une inculturation eurasiatique concomitante de l'inculturation hellénistique qui en fait a un peu effacé notre christianisme oriental. Donc, je demande à l'éditeur de changer le titre.
et de mettre en sous-titre la chrétienté disparue dans le Caucase, mais c'était impossible parce que il avait déjà enregistré le livre, était déjà référencé. Commercialement, c'est strictement impossible. Oui, puis vous voulez un titre accrocheur, voilà, ça fait tout de suite Alors, plus accrocheur, oui. Alors. c'était peut-être plus accrocheur. Il Encore, aurait pu mettre en dessous, oui, effectivement, en oui, je ne suis dessous. pas certaine. Mais enfin, ça m'a été beaucoup reproché. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Oui, oh, et ça, tant c'est le pis. dernier Les chapitre. universitaires ne comprennent pas toujours les exigences des éditeurs. Voilà, Mais, c'est ça. mais moi, j'y pouvais rien. J'aurais souhaité changer le titre, mais c'était impossible. Bon, voilà. Et donc ça, c'était il y a 4 ans. Et donc, depuis 4 ans, en fait, finalement, personne ne s'est intéressé à cette question de l'Albanie du Caucase, hein, ou Albanie. En gros, une espèce de curiosité, encore des fantaisies de cette extravagante de Marion Duvauchel, etc., parmi les gens qui me connaissent un peu, etc. Bon. Oui. Et puis là, récemment, évidemment… Les événements historiques rejoignent votre travail. Alors, les événements historiques, commencent ça frétille de nouveau, enfin plus que ça, enfin. Donc c'est quand même une horreur. Donc on parle du Haut-Karabagh et puis comme je fais très souvent des recherches. Pour faire des recherches, en fait, il faut faire des détours, il faut faire des requêtes un peu étranges, etc. Et au cours d'une de ces recherches, je tombe sur un courrier rédigé par une lettre de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège. Donc, nous avons un ambassadeur d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège. Cette lettre date de février 2022, donc c'est pas vieux. Et au début, j'ai cru que c'était un chrétien parce qu'il raconte l'histoire de l'Albanie avec les églises, etc. Puis à la fin, je me dis non, parce qu'en fait, il la revendique et c'est un Azerbaïdjanais. Puis en plus, là, ça devient plus nerveux à la fin. Donc, je comprends que non, que c'est pas un chrétien. Donc, j'enquête encore un peu et je vois que dans la revue la revue des musulmans et des musulmanes ou quelque chose comme ça, eh bien, il y a encore un travail qui est repris par un historien, enfin quelqu'un qui se dit historien, qui reprend une partie des éléments de cette lettre. Et récemment encore, il y a un autre dans Musulmans et musulmanes de France. Il y a encore un dossier sur la question et qui dit la même chose, c'est-à-dire qui raconte l'histoire de cette Albanie chrétienne. Et l'Azerbaïdjan revendique donc le Haut-Karabagh au motif, quel motif? Eh bien, il se trouve que territorialement, géographiquement, le Haut-Karabagh correspond à une région de l'Albanie du Caucase, de cette Albanie du Caucase, et que cette Albanie du Caucase, en fait, l'Azerbaïdjan considère que c'est une sorte de proto-Azerbaïdjan. D'accord. Voilà. Alors maintenant, quand on regarde l'histoire, évidemment, c'est le territoire. Bon, très bien. Oui, mais l'Albanie du Caucase, jusqu'au 8e siècle, elle était l'Albanie du Caucase, c'est-à-dire c'était un territoire indépendant. À côté, il y avait l'Arménie, puis l'Arménie qui était bien plus grande. Hein. C'était un puissant royaume, l'Arménie. Donc, ils avaient un puissant voisin, la petite Albanie du Caucase. Et donc, les Azéris, les Azerbaïdjanais disent c'est l'ancien territoire albanien et ce territoire, eh bien, il est celui de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui. Sauf qu'au 8e siècle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Albaniens, ces Albaniens sont coincés entre, d'un côté, des Arméniens qui sont anti-chalcédoniens, des Albaniens qui sont chalcédoniens. Donc, il y a eu une espèce de pression de la part des Arméniens. C'était quand même un puissant voisin. Et donc, ils avaient un peu la possibilité d'exercer quelques pressions sur le petit royaume à côté, frontalier. Et puis alors arrive l'islam. Et donc, il y a une islamisation. Donc, sans doute une arabisation. Là, j'ai pas beaucoup d'éléments, on ne connaît pas très bien. Et puis donc, alors, il y a un travail d'ethnogénèse qui a été réalisé. J'ai écrit un article là-dessus qui a été publié, que j'ai publié sur Academia, donc sur l'ethnogénèse des peuples du Caucase. Il y a 2 ans, quand ça a commencé à chauffer. Et donc, j'ai essayé d'expliquer à qui, en fait, ces problèmes, c'est-à-dire
À qui c'est le Haut-Karabagh, quoi? Parce que c'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire, à qui ça appartient, légitimement? Quelle est la légitimité des Azerbaïdjanais? Quelle est la légitimité des Arméniens? Alors, les Arméniens disent c'est le berceau de l'Arménie. C'est un peu ce qu'ils disent. Je dirais, au risque de déplaire à tous les Arméniens de France et d'ailleurs, c'est un des berceaux de l'Arménie, c'est un berceau médiéval. Pourquoi? Mais parce qu'avant le 8e siècle, ben, c'était albanien. Alors, bien sûr que c'est des chrétiens, donc il y a une proximité religieuse, mais ce ne sont pas tout à fait, et ce sont des caucasiens. Voilà. Ce sont pas la même langue, donc. Hein. C'est pas la même langue. Alors moi j'ai cru, alors on verra après les questions de langue qui sont complexes. Et où apparemment, c'est pas que je me suis trompée, mais j'ai oublié, dans le livre, j'ai sans doute oublié une hypothèse qui peut-être linguistiquement est meilleure que celle que j'ai présentée. Enfin, on verra ça plus tard. Et donc, donc vous comprenez que le problème, c'est qu'en fait, ben, les Azerbaïdjanais, ils revendiquent un territoire qui a été conquis sur une population qui est devenue évidemment musulmane, et dont une partie a été progressivement arménisée. Alors, les Arméniens, ils n'aiment pas trop le dire, ils n'aiment pas qu'on le dise. Mais il semblerait bien qu'il y ait eu une arménisation à partir du moment où arrive l'islam, il y en a une partie qui se convertit et l'autre partie, elle n'a pas envie de se convertir. Oui, mais alors dans ce cas-là, elle ne peut pas lutter toute seule. Donc, oui. Elle se réfugie où? Du côté où il y a encore de la force vive, il y a encore de la résistance, c'est-à-dire du côté arménien. Donc il y a une arménisation progressive et un peu inévitable, et je dirais, peut-on le reprocher aux Arméniens? D'abord, c'est au 8e siècle. Et puis, je dirais que c'est un peu une loi quand il y a des forces en présence. Et donc, ceux qui voulaient rester chrétiens, ils ne pouvaient pas rester chrétiens s'il n'y avait pas une puissance derrière. Donc, je crois que l'arménisation était un peu inévitable. Bon, après, je ne suis pas spécialiste. Et puis, est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé à l'époque? Très franchement, c'est très difficile parce que les arménologues, en fait, ils ont quelques éléments, mais ils ne le disent pas trop. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas sur ces questions, les arménologues. Oui. Ceux qui travaillent sur ces questions, ceux qui ont travaillé, c'est l'école historique de Bakou. Or, l'Azerbaïdjan a combien de siècles? Il y a 2 siècles. C'est un État qui est tout récent. C'est un État qui s'est constitué, qui a été créé au moment de 1991, quand il y a l'effondrement de la Russie. Alors en plus, dans des conditions compliquées, ils ont chassé les Russes, et puis c'est là aussi qu'ont commencé des massacres. Hein. Il y a eu des massacres. Quand on regarde l'histoire, alors ce que j'ai pu constater en tous les cas, c'est que c'est quand même à Bakou qu'on a commencé à massacrer les Arméniens. Il y a eu un massacre épouvantable. Oui. Alors, on trouve un témoignage en particulier en France. En 1932, il y a eu un journal qui s'appelait Pro-Arménia, auquel, alors c'était un certain Quillard, je me souviens plus de son prénom, qu'il avait fondé, mais il avait été chercher des grands noms, dont Jaurès. Il y avait Jean Jaurès qui faisait partie du comité de rédaction, sans doute qu'il n'écrivait pas grand-chose, mais enfin il donnait son nom, Anatole France, c'est-à-dire tous les gens qui en France étaient alors pro-arméniens. La France a été très arménophile, on a une grande diaspora arménienne ici. Et donc, dans ce journal, on trouve des témoignages, dont un qui est une véritable horreur. Ils ont tranché les seins des femmes, etc. Ils ont massacré, c'était épouvantable. Donc évidemment, après, il y a des représailles. En fait, c'est ouvrir la longue liste noire des représailles. Donc, je dirais. Les représailles de qui? Il y a eu, de la part des Arméniens, il y a eu des moments où il y a eu aussi de leur part des réponses violentes. Hein. Voilà. Mais disons qu'on voit bien, il y a une pression à la base, déjà au point de départ de l'islam. L'Arménie ne fait que répondre, n'est-ce pas? Hein? Oui, les Arméniens n'ont fait que répondre, oui, à des violences, oui, à Bakou, là, c'était une horreur. Et puis, bon, enfin, je n'ai pas
je ne suis pas vraiment spécialiste d'histoire contemporaine, donc je suis allée voir. On voit qu'en tout cas, c'est lié au génocide arménien, toute cette période là où il y a à la fois quelque chose de politique, quelque chose en même temps d'uni à l'islam, les deux se mêlent, c'est toute cette histoire-là. Je suis en train de préparer un livre et le titre, on a cherché un peu avec Monsieur Garcia et on est tombé d'accord sur le Haut-Karabagh, la destruction programmée d'un christianisme oriental. Ah ben ça, c'est très bien, Voilà. tout à fait. Parce qu'on voit bien l'islam reparti dans une espèce de crise de conquête, comme ça a été le cas, hein, et celui qui ne se souvient pas de l'histoire se condamne à la revivre. On voit bien, ça recommence. Oui, là, je crois que c'est assez clair. Je veux dire, derrière les questions de politique, derrière les manigances de la Russie, des États-Unis, de l'Europe aussi, hein, sur ce qu'on appelle le Caucase du Sud ou la Transcaucasie. C'est-à-dire la Transcaucasie, ça a été appelé le Caucase du Sud, et puis on considère qu'il y a trois États, trois pôles, quoi, enfin, qui sont l'Azerbaïdjan, la Géorgie et puis l'Arménie. Alors, vous comprenez bien, derrière l'Azerbaïdjan, il y a cette ancienne Albanie. Donc, quel est l'intérêt de l'Azerbaïdjan de revendiquer ce petit Karabakh comme étant, comme appartenant à ce proto-Azerbaïdjan? De cette manière-là, en gros, il fait ce que très souvent on fait, ce que l'islam a fait très souvent, c'est-à-dire il s'approprie une culture, il s'approprie une longue et ancienne civilisation qui n'est pas la sienne, mais qu'il fait sienne en se l'appropriant. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ils disent « Oh, mais c'est un État laïque, l'Azerbaïdjan, on va prendre soin des couvents, des monastères qui sont un peu le grand patrimoine aussi de l'Azerbaïdjan, puisque c'est notre ancienne Albanie. » Il ne faut quand même pas rêver. Chaque fois qu'ils sont arrivés quelque part, ils ont détruit toutes les traces et toutes les... Comme au Kosovo. Voilà, donc tout ça, c'est les racontards habituels. Donc il ne faut pas non plus croire tout ce qu'ils promettent. On connaît, parce qu'il faut connaître évidemment les mœurs de la charia, parce qu'il y a quand même un lien avec ça, le réveil de l'islam, qui consiste à dire on s'impose à la face de ceux qui sont là, et s'ils sont là, ben, qu'ils payent un impôt, et sinon ben, qu'ils partent ou qu'ils meurent. Oui, non, mais ça va être très dur. Alors, tout ça, en fait, d'abord, n'est pas très connu chez nous, en particulier du monde catholique. Alors nous, cette Albanie du Caucase, on n'en sait rien. Oui, mais alors, attendez, les Azerbaïdjanais connaissent bien l'histoire. Ils la connaissent, ils savent que ça a été christianisé, ils savent comment ça s'est passé, ils le racontent. Ce que j'ai mis tant de temps à organiser avec des sources italiennes, parce qu'il n'y avait pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas ça en français, il faut aller en italien, etc. Bon, c'était un travail très ardu. Et ben eux, ils ont des synthèses tout à fait admirables, voyez. Et j'ai même eu une demande d'une jeune thésarde turque. Une jeune femme, très jeune femme, qui a pris contact avec moi par le site Academia en disant « J'ai vu que vous avez écrit sur la chrétienté disparue du Caucase ». Alors, elle n'a pas lu le livre parce qu'ils ne parlent pas le français, mais enfin, ils ont des systèmes de traduction qui leur permettent de voir à peu près de quoi il s'agit. Et puis, elle a lu en particulier un article que j'avais écrit sur l'ethnogénèse des peuples du Caucase. Alors elle prend contact, donc moi j'étais ravie, et puis en fait au bout d'un moment je comprends que la seule question qu'elle a, ce pourquoi elle m'a contactée, c'est elle veut savoir mon avis sur la nationalité de Moïse Kalankatuk. Alors Moïse Kalankatuk c'est un auteur qui alors à quelle époque il a écrit ça? Enfin c'est un auteur ancien qui a écrit une histoire de l'Albanie. Et donc, sa question, c'est, il est albanien ou il est arménien? Alors, je me suis dit, mais pourquoi ça a une telle importance? Ah, ben, j'ai compris plus tard. Alors, sur le moment, je n'ai pas trop compris, mais enfin, j'ai donné ma réponse, qui était, c'est très difficile de trancher. C'est difficile de trancher. Maintenant, au-delà de, bon, on ne peut pas trancher peut-être, mais on peut avoir peut-être une option préférentielle. Donc, je lui dis, mon option préférentielle, c'est que c'est certainement un Albanien, soit de père, soit de mère, soit des deux, c'est-à-dire d'ascendance albanienne, arménisée. Ah, oui. Mais
arménisé. Il a gardé le souvenir et puis il a toute le savoir, comment dire, voyez, de la tradition en quelque sorte familiale ou tribale ou clanique, que sais-je encore. Et donc, mais là encore, je n'en sais rien. Et pourquoi? Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'en fait, l'histoire de la chrétienté, de cette chrétienté, ça l'intéressait absolument pas. Ce qui l'intéressait, c'était Moïse Kalamkatuk, il est arménien ou il est albanien? Ah bah, en fait, elle est turque. Et voilà, oui, tout Ouais. à fait. On devine. Donc, elle est turque et les Turcs sont très… Alors, en Azerbaïdjan, à Bakou en particulier, il y a eu une turquisation assez importante, peut-être d'ailleurs dans tout l'Azerbaïdjan, mais alors, j'ai le sentiment que l'école historique de Bakou est très largement turquisée. Oui, Maintenant, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on… habituellement. Et que la Turquie est derrière ces événements politiques qui sont en train de se passer puisque la Russie est occupée ailleurs. Oui, c'est vraisemblable. Alors, et donc, alors, c'est turquisé, mais en même temps, alors c'est turquisé, mais historiquement, c'est légitime. C'est-à-dire, en fait, historiquement, au XIIe siècle, arrivent les Seldjoukides. Les Seldjoukides, ils viennent d'Asie centrale, sont des Turcs. Et donc, en fait, ces Turcs, ils occupent, à un moment donné, ils occupent le Caucase. Et puis ensuite, bah, ils refluent ou ils sont vaincus, je ne sais plus très bien. Ah oui, il y a les Mongols, voilà, c'est ça. Donc il y a les Mongols, évidemment, bah, c'est des grands destructeurs. Et alors ceux qui restent dans le Caucase, c'est-à-dire politiquement comment ça s'organise, ce sont des khanats, ce qu'on appelle des khanats, c'est-à-dire des espèces de petits royaumes où il y a des potentats. La seule chose qui les intéresse, c'est de s'enrichir. Le Haut-Karabagh a été un khanat. Et quand la Russie commence à avancer dans le Caucase, XVIIIe siècle, alors c'est elle qui va commencer à un peu régler leur compte au khanat. Mais ils vont d'abord faire des traités. Et dans les traités, une des choses qu'ils demandaient, c'est l'abolition de l'esclavage et la libération des esclaves russes. 18e, 18e, début 19e, c'est les… Voilà. Et donc, il se trouve que, et c'est vrai, c'est-à-dire que les voyageurs, par exemple, ou les agents anglais à l'époque du Grand Jeu, le racontent dans leur récit de voyage. Il y en a un qui raconte que pendant la nuit, alors il était dans un de ces khanats, là, chez un potentat musulman, et un Russe est venu pendant la nuit, en grand secret, le supplier d'informer le gouvernement russe et de venir les libérer. Ah oui, oui, ce qui montre que oui, c'était une pratique, hein, puisque l'autorisation dans l'islam de faire des esclaves non musulmans est là. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai mis en pause un autre livre que j'avais en préparation sur la traite musulmane. Alors, la traite musulmane. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec le redépart ou la revivification de l'islam, on risque de voir, si on n'y prend pas garde, hein, revenir l'esclavage, revenir les redzouls, revenir les enlèvements. Exactement, hein, ça pourrait. Il faut faire très attention. Oui, oui, mais ça existe encore dans le Darfour. Ça existe encore, oui, bien sûr, mais pour le moment, c'est pas pratiqué par la Turquie, par l'Azerbaïdjan ne pratique pas ça, je pense. Hein. Non, Oui. ne pratique pas. Mais dans le Darfour reste encore un grand réservoir. Oui. Alors, il y avait deux grands réservoirs. Il y a eu deux grands réservoirs pendant longtemps. Les Noirs, bien sûr, l'Afrique subsaharienne, et puis, eh bien, les Slaves. C'est pour ça que ça a donné le terme esclave. C'est que voilà. les Slaves et les femmes slaves étaient très prisées parce qu'elles étaient blondes, grandes, etc. Et beaucoup ont donné naissance à des califes, en particulier en Andalousie. Elles finissaient évidemment dans les harems. Bon, ça c'est une autre histoire, mais ça veut dire que il y a eu une islamisation jusque dans le Caucase, et donc jusque dans le Caucase, il y avait une traite et un esclavage dont on a encore des traces, des preuves dans les récits de voyage dans le Caucase, puisque à une époque, on voyage pas mal hein, dans le Caucase. Dumas, il a écrit un livre qui s'appelle Le Caucase. C'est tout à fait édifiant. C'est l'époque en plus de celui qu'on appelle le grand Tchétchène Tchamil. Alors, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que aujourd'hui, le Daghestan, on dit que c'est
le wahhabisme du Caucase. Oui, très dur, un islam donc très dur. C'est un islam très dur, oui, c'est un islam. Et d'ailleurs, la guerre avec les Tchétchènes de la Russie a été une guerre liée au terrorisme musulman. Donc voilà. Donc vous voyez l'importance de cette Albanie du Caucase et le mystère profond qui est, ils en ont une connaissance incroyable. Dans la lettre de ce courrier de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès le Saint-Siège connaissait parfaitement l'histoire chrétienne et les traditions les plus anciennes, c'est-à-dire des traditions que j'ai été chercher, j'ai eu un mal fou à les trouver, selon lesquelles la fondation de l'église albanienne, il y a des traditions qui font que c'est une église quasi apostolique ou très proche dans la chaîne apostolique des premiers apôtres. Voilà, 4e siècle, si on... Oh, avant. Même avant. Bon, bah oui, avant, parce que, enfin, quand on regarde la question de cet évangile de la croix, eh bien, ils connaissent le lectionnaire de Jérusalem. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en lien avec Jérusalem. Et il se trouve que les Arméniens, il y a dans l'historiographie arménienne, j'ai la liste, j'ai mis la liste d'ailleurs dans une note de bas de page de ce livre, des églises à Jérusalem qui avaient été financées par le royaume albanien. Ah oui, d'accord. Oui, il y en avait une bonne dizaine. Donc, ça signifie quand même. Donc, le royaume disparaît au 8e siècle, donc ces églises sont bien antérieures. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent, donc quand il y a de l'argent, il y a une communauté importante. Parce que ce n'est pas avec Diplouk, fût-il éminemment d'une richissime, qu'on des églises à Jérusalem. Il faut une communauté importante, pieuse, avec des liens profonds entre les deux lieux. Alors, il reste encore aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit dans cet article, parce que actuellement, la propagande de l'Azerbaïdjan consiste à dire que ce sont les Arméniens qui détruisent les églises albaniennes. Alors, ils expliquent qu'ils effacent les inscriptions albaniennes pour les remplacer par des arméniennes, etc. Bon, à qui on va faire croire ça? Le projet, à votre avis, le projet de l'Azerbaïdjan, quand il a conquis le Haut-Karabakh, c'est d'en faire une région turquisée, quoi, tout simplement. Simplement, oui. Oui. Islamisée, et donc la population chrétienne s'en va. Ah ben, elle est en danger, évidemment. En fait, c'est la même histoire qu'au Kosovo, finalement. Hein. Je ne sais pas si on peut... Je ne connais pas assez le Kosovo. Le Kosovo, c'est un peu ça, c'est une ancienne terre qui était soi-disant la racine historique de la Serbie orthodoxe. Oui, très juste. Peuplée petit à petit par des musulmans albanais, et qui à un moment donné, eh bien... À un moment donné, ils disent, bah, c'est à nous la terre, parce que... Voilà. Alors, dans le Haut-Karabakh, ils ne peuvent pas dire, c'est à nous parce qu'on est les plus nombreux. Parce que c'est nous qui l'avons peuplée, puisqu'en fait, elle était peuplée d'Arméniens. Sauf que, il se trouve que sous les deux tsars, Alexandre, je ne sais plus combien, et Nicolas, il y a eu un repeuplement organisé par la Russie de tout le Caucase. Ils ont repeuplé en particulier d'Arméniens. Donc évidemment, ça fait quand même des germes. En même temps, c'est légitime, en même temps, ça fait des germes de violence. Et oui, forcément. Donc on voit, il y a tout un passé donc tragique là-dedans, et qui évidemment va se régler comment, à votre avis, va se terminer comment? Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai l'impression qu'ils ont gagné la guerre. C'est ce qui serait des La Russie pourrait-elle intervenir quand elle en aura fini avec l'Ukraine? Je ne sais pas, parce que vraiment, pour ceux que je suis pas, je suis une spécialiste du monde ancien. Donc, je ne suis pas ignorante de l'histoire contemporaine et moderne, mais je n'ai pas la spécialisation que je peux avoir, que j'ai sur le monde ancien. Par contre, je recommande ce livre, donc je le montre. Je viens de l'acheter, je n'ai pas eu le temps de le finir. Alors, attendez, je vais peut-être voilà. Donc, c'est de Gaït Minassian, donc c'est un Arménien,
Caucase du Sud, la nouvelle guerre froide. Le livre date de 2007, mais il est extraordinairement éclairant parce que il expose exactement comment la Russie entre en jeu, quels sont ses intérêts, ses contre-intérêts, avec qui elle fait des alliances et puis des contre-alliances, etc. Et puis aussi toutes les difficultés qu'ont ces trois États à s'entendre, parce qu'à un moment donné, ces trois États, alors d'abord, il y a eu aussi le rêve d'un Caucase peu ou prou unifié, ou unifié sous l'égide des États-Unis, ou de l'Europe, ou de la Russie, ça dépend. Et donc, évidemment, et alors, ce qui est incroyable, voyez-vous, c'est que c'est un livre où, à aucun moment, n'est évoquée la question religieuse. C'est-à-dire que ce qui est évoqué, c'est le pétrole de l'Azerbaïdjan, la diaspora de l'Arménie, pour la Géorgie, je crois qu'ils ont un rivage. Oui. Et c'est une lacune, parce que la question religieuse est absolument centrale dans cette région, me semble-t-il. On est bien d'accord. En fait, actuellement, toutes les analyses visent à gommer que c'est une guerre religieuse et qu'en fait, encore une fois, le monde musulman veut créer là, dans le Caucase, une espèce de zone unifiée avec d'un côté la Turquie et puis de l'autre, alors au sud on a l'Iran. Et donc, mais c'est surtout la Turquie. Parce que ce qu'on a oublié, alors je vous donne un autre exemple de cette manière de s'approprier tout ce qui relève de la culture et de dire c'est à nous. Il y a une ville qui s'appelle Gadjan. Et on a au XIIe siècle, me semble-t-il, un grand poète qui s'appelle Nizami, je dis avec le O iranien qui est en O, presque O, Nizami, Gadjani, donc c'est-à-dire de Gadjan, de la ville de Gadjan. Il a écrit, par exemple, l'histoire de Cyrine et Chosroès. C'est l'histoire de l'amour d'un roi Chosroès pour une femme qui s'appelle Cyrine. Et puis, alors, il a écrit aussi l'histoire, une espèce de Roméo et Juliette orientale, qui a été traduit par les orientalistes. Ils ont fait ils ont émulsionné autour de ça. C'est-à-dire, en fait, il est considéré comme un grand poète. Alors, il est de Gadjan. Gadjan, c'est où? Alors, les Azéris, alors, il était de mère kurde, mais il était essentiellement de culture iranienne. C'est-à-dire que Nizami, c'est très clairement un prénom iranien. Et ce qu'il a écrit est imprégné de culture iranienne. Chosroès, c'est l'Iran. Les rois Chosroès Ier, Chosroès II, etc. C'est des rois iraniens. Khosrow, on les appelle aussi, ou Anoushirvan dans la version perse. Et donc, c'est éminemment iranien. C'est pas azerbaïdjanais. Eh bien, ils le revendiquent maintenant comme un de leurs grands poètes. Donc, vous avez ça sur Internet. Et donc, alors, vous avez aussi sur Daily Planet. Daily Planet a une très bonne synthèse. En plus, c'est une très bonne synthèse. Mais il vous dit l'Albanie du Caucase, c'est le proto-Azerbaïdjan. Vous voyez ? Donc le proto-Azerbaïdjan, alors que l'Azerbaïdjan est un État qui a été créé il y a seulement 2 siècles, un territoire un peu reconstitué, avec l'aide d'ailleurs des uns, des autres, des grandes puissances, dans des conditions dont on ne sait pas grand-chose, parce que finalement la presse s'y intéresse pas. Ceux qui écrivent, ce sont des spécialistes, souvent des Arméniens. Ce qui vient d'Azerbaïdjan, il n'y a pas tellement de comment dire, il y a l'école historique de Bakou, mais enfin qu'est-ce qui nous vient de Bakou ou d'Azerbaïdjan, il n'y a pas une longue tradition de pensée, de lettres, etc. Et vous voyez bien que c'est essentiellement une école historique, c'est-à-dire des historiens. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière des enjeux politiques, comme en témoigne. Tout à fait. On voit donc le monde musulman qui part dans un grand nationalisme, une grande fierté de sa culture et un désir de reconquête des anciennes terres qui avaient été conquises jadis. Et à côté de ça, l'Europe qui est un peu comme un agneau là-dedans, naïf, on pourrait dire presque, oui, voilà. Alors, à un moment donné, en 2007, en tous les cas, il semble que l'Europe a eu quand même quelques... il y a eu des interventions de l'Europe.
mais toujours sous couvert des États-Unis. Oui. Voilà, donc on est toujours, en gros, sous couvert des États-Unis. Non, c'est 2007, apparemment, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et puis, ces 3 États, en fait, alors ce que dit cet auteur, et je pense qu'on peut lui faire confiance, je pense que c'est vrai, c'est que ces 3 États ont été russifiés, et surtout pas russifiés, ils ont été soviétisés. Ah oui. En fait, quel est le modèle politique qu'ils ont? C'est un modèle soviétique. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les soviétiques sont partis, très bien, mais une espèce de nomenclatura s'est reconstituée. C'est-à-dire, la nomenclatura soviétique, sans doute, bon, s'est effondrée, mais il y a une nouvelle nomenclatura, avec sans doute pas mal d'anciens, avec, dans les nouveaux langes, quoi. Et donc, la société arménienne, eh ben, on a des gens pauvres, démunis, vivant dans des conditions pas forcément très, très, très glorieuses, et puis une élite, une oligarchie richissime, corrompue. Bon. Oui. Et on a en Arménie comme ailleurs, ben quand on passe aux urnes, des élections truquées, Oui. voilà, bon, en Arménie comme ailleurs, c'est-à-dire que les gouvernements arméniens sont des gouvernements corrompus. Oui, tout à fait. Cette région. Donc Alors, voilà. on n'ose pas le dire. Alors là où il y a quand même un problème, c'est qu'on n'ose pas le dire à cause du poids de martyr, en quelque sorte, de l'histoire Oui. arménienne. Bah oui, mais aujourd'hui, ils sont corrompus, bah faut le dire. Bien sûr. Il Bien faut dire sûr. la vérité. Bon, c'est comme pour Israël. Ah bah, effectivement, il y a un poids de martyr, mais est-ce que ce poids de martyr doit empêcher de dire la vérité sur ce qu'est Israël aujourd'hui, ou ce qu'est l'Arménie aujourd'hui? Eh ben non. Non, 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 tout à fait. C'est 2 choses différentes, absolument. Alors, il faut le Même dire si évidemment, même si on ne peut pas nier aussi les cultures de base là-dessous, hein. Comment dirais-je? Je parlais de l'islam, je parlais du christianisme, parce que comme disait quelqu'un, c'est vrai qu'un peuple finalement, c'est ce qui dépasse de la religion. La politique, certainement est présente, mais il y a la religion à la base qui détermine des mœurs. oui. Oui, Alors, on va ouvrir quand même le dossier linguistique, parce que le dossier linguistique est quand même tout à fait intéressant. Alors, bon, je ne sais pas à qui je m'adresse, parce que je ne vois pas qui est là, je ne sais pas qui m'écoute, donc je ne connais pas le degré de connaissance de ces questions des auditeurs. Bon, donc je fais comme si on ne connaissait pas grand-chose. Donc, il y a donc la langue arménienne, la langue géorgienne, enfin l'alphabet arménien, l'alphabet géorgien, et puis l'alphabet albanien. Donc c'est cet alphabet albanien que qui atteste en quelque sorte de l'existence d'une écriture. Si on a un alphabet, on a une écriture, donc on a des textes. Alors, quel degré de texte, de haute littérature, on ne sait pas. Enfin, à partir du moment où on a un alphabet, c'est, comment dire, pure déduction et plate déduction que de dire, bah, il y a une écriture. Donc, mais tant qu'on n'a que l'alphabet, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le matériau qui permet de faire ce travail de déchiffrage. L'alphabet ne suffit pas. Il faut le texte avec les liens entre les consonnes, les voyelles, etc. Donc, on a 50. Alors, il y a 52 lettres dans le manuscrit de numéro 1117 du Mathenabaran, mais il y a 56 lettres que Zaza Alexidé et son équipe ont trouvé à partir du lectionnaire du Mont Sinaï. Le N, alors le N55 et le N, alors ils portent des noms aussi, hein. C'est normal, c'est parce que c'est plus facile de parler, quand on parle de quelque chose, c'est plus facile en quelque sorte de lui donner un nom, donc on donne un chiffre, on code quoi, on code les manuscrits qui ont une signification particulière dans l'histoire de la recherche. Et donc alors bon, on sait que l'alphabet arménien a été élaboré par quelqu'un que les Arméniens considèrent comme un saint, c'est Mesrop Mashtots.
Alors à Erevan, il y a une grande statue de Mesrop avec son disciple Goryoun qui est à ses pieds, je crois. Et puis on voit la table sur laquelle la tradition dit que l'alphabet, en quelque sorte, s'est inscrit dans son esprit. Donc, et qu'il l'aurait reçu par révélation. Alors il y a plusieurs traditions. Il y a une tradition plus, je dirais moins romantique ou moins mystique, qui raconte comment il est allé chercher chez l'évêque Daniel, qui avait la trace d'un ensemble de lettres qui pouvaient faire la base d'un alphabet arménien après la... Bon, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai raconté ça à la radio de RCF, mais j'avais le texte sous les yeux des pérégrinations de Mesrop Mashtots jusqu'à ce qu'ils réussissent à élaborer l'alphabet. Alors, donc, l'alphabet arménien a été élaboré par, on va admettre la tradition, par Mesrop Mashtots, voire par tout simplement un aréopage de linguistes compétents sur fond d'une matrice fournie par cet évêque Daniel. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que il aurait aussi donné l'alphabet géorgien. Alors, comme disait M. Zaza Alexidé avec un petit peu d'humour, un alphabet, c'est quand même déjà un grand génie. 2 alphabets, c'est beaucoup. Alors, 3 alphabets, là, on peut avoir du mal à le croire, d'autant que l'alphabet arménien, alors, sauf erreur, hein, j'ai fait il y a très longtemps 2 années d'arménien. Et alors, il me semble qu'il y a à peu près le même nombre de lettres que chez nous, plus 4 lettres parce qu'il y a des sons qu'on n'a pas chez nous. Donc il y a quelques graphèmes qui correspondent à des sons qui n'existent pas dans nos langues européennes. Alors, par contre, l'alphabet albanien, il y a 52 ou 56 consonnes, vous voyez, ça fait beaucoup. Donc, il y a une autre thèse qui dit que c'est une langue qui appartient aux langues du Daghestan. Donc, c'est un autre... ce serait sans doute un autre type de langue et ça n'appartiendrait pas forcément à ces 3 grandes langues que l'on attribuerait à Mesrop Mashtots. J'ai un peu tendance à aujourd'hui opter pour cette hypothèse. Alors, il y a un travail qui a été fait par un monsieur russe, Serge Mouraviev, j'étais en lien avec lui. C'est un monsieur très très difficile, très compliqué, oh là là, c'est pas très courtois, mais très gentil, très généreux parce qu'il m'a envoyé tous ses travaux. Et alors, lui, il avait fait une analyse un peu, comment dire, modélisante. Et donc, il avait un peu modélisé là, cette question des alphabets en disant il y a une matrice. Et donc, il y a une matrice défective. Donc, il n'y a pas toutes les lettres. C'est comme ça qu'il explique qu'il y en est 52 dans une langue et puis il n'y en est que 30 dans une autre, ou 26. Et donc, il y a une matrice. Et cette matrice, en fait, on pourrait l'attribuer à Mesrop. Et elle a donné l'alphabet arménien, l'alphabet géorgien et l'alphabet albanien. Alors, quand j'avais lu ce travail, je dois avouer que cette modélisation m'avait semblé convaincante. Alors, bon, maintenant je ne suis pas linguiste, ça m'avait semblé convaincant. Donc, j'ai tendance à dire, c'est tout à fait recevable. Voilà. Alors maintenant, il faudrait qu'il y ait des spécialistes qui nous confirment, qui nous affirment, qui s'intéressent à ça. Mais alors, dans ce cas-là, qui s'intéressent à ça en dehors du nationalisme. C'est-à-dire en dehors d'une option nationaliste qui voudrait que un grand saint éminent, pour lequel j'ai un immense respect, j'aime beaucoup Saint Mesrop, mais il faut regarder, est-ce qu'il est responsable de ces 3 alphabets? Ou bien est-ce qu'il y a une autre hypothèse tout aussi vraisemblable? Mais dans ce cas-là, si c'est une langue plutôt du Daghestan, faut nous en dire plus. Alors, c'est une vidéo de M. Houtier, Bernard Houtier, qui raconte cette découverte des manuscrits à l'époque à peu près où on l'avait faite, avec beaucoup d'enthousiasme, et il avait conscience, lui, de la découverte.
il avait tout à fait conscience de la découverte, c'était il y a quand même déjà quelques années, et c'est lui qui dit c'est une langue plutôt du côté du Daghestan. Alors lui, apparemment, il n'a pas intériorisé cette idée que Mesrop il aurait été capable de produire une matrice, la matrice de ces 3 alphabets. Alors, on ne sait pas. J'ai pas d'informations davantage. Ça demande beaucoup de recherche. Je sais pas. Il faudrait que ce soit les arménologues qui devraient nous informer, mais là encore, les arménologues, moi j'ai un ami arménologue, alors je vais le dire, c'est pas très gentil, mais quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, il a fait des pieds et des mains pour me décourager, pour me dissuader de mettre mon nez dans cette question de l'Albanie, du Caucase. Et quand j'ai dit, eh bien, au 8e siècle, les Arméniens ont sans doute contribué à faire disparaître ce petit royaume albanien, oh là là, j'ai suscité beaucoup d'animosité. Ça n'a pas plu. Beaucoup de passion, on voit bien, il y a beaucoup de passion dans cette histoire. Les Balkans, c'est ça, hein, tellement, en ajoutant en plus les luttes entre différents christianismes dont vous avez parlé au début. Et puis, alors, dans le domaine de la recherche, voyez-vous, il y a des précarés. Donc, c'est vrai que les arménologues ont tendance à considérer qu'ils sont seuls qualifiés et ont seules compétences pour dire des choses sur l'Arménie. Et c'est vrai qu'ils ont une compétence particulière, essentielle, unique, etc. Maintenant, ça n'interdit pas à d'autres d'aller regarder un peu ces questions-là, avec un regard qui n'est pas arménien, donc on a peut-être moins de connaissances, on a aussi un plus grand détachement. Oui, voilà. Même si notre cœur bat davantage pour les Arméniens que pour les Azerbaïdjanais. Je dois dire qu'il faut quand même être honnête. Mais au-delà de ça, il faut regarder les choses avec à l'aune de la raison et donc dire, comme disait Zaza, pardon, monsieur Alexidé, 3 alphabets quand même, c'est le signe d'un immense génie. Alors, c'était un grand génie, maintenant. Non, forcément, parce qu'en plus, voilà, 3 alphabets, c'est pas la peine, c'est un peu trop. En tout cas, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter donc sur l'histoire actuelle, puisque le but c'était d'arriver à cette histoire discrètement, qui est passée sous les radars un peu de la conquête du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan? Là, je n'ai que ce qu'on a par l'actualité, c'est-à-dire apparemment ça a été. Alors, la question que je me suis posée, c'est qui est-ce qui fournit les armes? On dit que c'est la Turquie. Je pense que c'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable. Oui, voilà, et qu'il y a donc dessous une sorte de nationalisme encore et de conquête, enfin plus ou moins islamisée de la Turquie. Ben oui, parce qu'ils ont turquisé. Voilà. Et puis alors, en plus, ils connaissent un peu l'histoire. Ils ont aussi une école. L'école de Bakou, à mon avis, c'est une école qui est en lien avec les écoles avec les Turcs. La preuve, ma jeune Turque qui écrit une thèse sur l'Albanie. Oui, oui. C'est pas du tout innocent, c'est pas du tout anodin. Et qui me torture. J'en rajoute, pour savoir si celui qui a écrit l'histoire des Albaniens ou l'histoire de l'Albanie, l'histoire des Albaniens, eh bien, il est albanien ou il est arménien. Pourquoi c'est si important que ça? Parce que s'il est albanien, il est azerbaïdjanais. S'il est arménien, il est arménien. Donc, voilà. Il y a une grande fierté, une grande nationalisme dans la Turquie actuelle chez beaucoup de gens. Hein. On voit bien les Turcs. Alors, oui, alors il y a, en gros, en fait, je dirais qu'il y a les enjeux économiques. Vous voyez, le pétrole de Bakou, etc. Bon, il y a les enjeux économiques d'une complexité folle parce que entre l'économie et le politique, et longtemps, en fait, ça a été fusionné en régime soviétique. C'est quasiment une fusion de l'économie et du politique. Alors, ça commence peut-être un peu à défusionner, mais enfin, ça reste encore très, très proche. Il y a comment dire, c'est un pays musulman. Alors, qui se dit un peu, ils ont, d'après ce que j'ai un peu regardé, j'ai un peu enquêté sur aujourd'hui, ils ont, comment dire, défini
l'islam. En fait, ils ont en quelque sorte donné un peu un modèle de l'islam qu'ils souhaitent. Et puis, ils ont fait un gros effort d'alphabétisation. L'Azerbaïdjan, c'était un pays analphabète. Oui. Donc, L'alphabet de l'Azerbaïdjan maintenant est un alphabet latin ou comme en Turquie? alors, je crois qu'ils ont mis un alphabet latin. Il me semble qu'ils ont mis un alphabet latin, mais c'est récent. Alors, à vérifier, hein. À vérifier. Et donc, il y a seulement 10 ou 20 ans, 50% de la population était en deçà du niveau de vie, ce qu'on appelle le niveau de pauvreté, vous voyez. Voilà. 50%, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, en gros, l'Azerbaïdjan, je dirais, c'est Bakou, et puis le reste. Parce que Bakou, ils ont été très malins. Parce que d'abord, ils ont fait une capitale un peu... Il y a des choses qui rappellent le Qatar. J'ai enseigné 3 ans au Qatar. Alors, je ne suis pas allée à Bakou, mais je suis allée voir des photos. Et on reconnaît la tour Khalidja, la forme de cette tour particulière. Il y a quelque chose qui rappelle un peu Doha. Et puis, alors j'ai vu des photos d'endroits magnifiques. Eh bien, c'est l'ancienne partie iranienne. Alors, ils ont désiranisé, bien sûr, le pays, mais ils ont gardé pour le tourisme. Ils ne sont pas idiots, ils ont compris que pour faire venir les gens, il faut des belles places, des zones aérées, des lumières, etc. Donc Bakou est une capitale. D'accord. Et puis le reste de l'Azerbaïdjan, je ne suis pas certaine qu'il y ait l'équivalent. Et Bakou, c'est... Bakou, il y a quelques années seulement, on avait la partie, c'est décrit dans un certain nombre d'articles, hein. On avait des hôtels à $200 la nuit, sécurisés évidemment, avec des zones sécurisées, puis le reste de la ville, c'était encore, c'était dangereux, quoi. Alors probablement qu'ils ont fait des progrès. Alors très peu transpire. Très peu transpire. Et les articles qu'on lit sont en général extrêmement édulcorants pour l'islam. Ça, c'est tout à fait frappant. Puis alors avec des conclusions qui vous disent tous les progrès, les efforts qu'ils ont faits en vue de la démocratisation et tout ça. C'est pas du tout démocratisé. C'est encore des régimes qui sont très largement, qui fonctionnent très largement selon des modèles soviétiques, avec une oligarchie et puis des gens qui crèvent dessous, quoi. C'est un peu brutal ce que je dis, hein, et un peu schématique, mais enfin. Oui, mais enfin, une très grande fierté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce d'esprit qu'on voit en Europe occidentale de se frapper la poitrine, c'est l'inverse, hein, c'est un esprit de fierté, et c'est ça qui caractérise ces régions, oui, tout à fait. Mais ils n'ont pas l'ancienneté, c'est-à-dire ils ne peuvent pas revendiquer la haute et ancienne culture de l'Arménie. Oui. Voilà. Et par ailleurs, en dépit de ses malheurs et de l'immense tragédie de l'Arménie, elle a une diaspora qui est une diaspora pas seulement économiquement solide, c'est-à-dire qu'elle tient aussi, comme le Liban, hein, grâce à la diaspora, mais c'est une diaspora aussi avec beaucoup d'intellectuels. Et ils produisent des histoires de l'Arménie, des livres sur l'Arménie, sur le génocide, etc. Et donc, il y a une culture arménienne qui est maintenue par cette diaspora. Et donc, mais l'Azerbaïdjan, donc une très ancienne culture, parce que l'Arménie peut se glorifier d'une ancienne culture jusque le IIIe siècle, quand elle devient chrétienne, mais bien avant, c'est l'Urartu, c'est-à-dire une proto-arménie qui est encore plus ancienne. Elle est enracinée en quelque sorte dans ce foyer mésopotamien qui a diffusé et qui est le premier foyer de haute civilisation. Oui. Tandis que l'Azerbaïdjan, il a 2 siècles, il a été sous la férule musulmane. Bon, on ne peut pas dire que ça produise beaucoup d'intelligence, mais ça récupère, une fois que ça a détruit, conquis, etc., mis sous tutelle, ça récupère tout le patrimoine et puis ça l'arabise ou ça turquise. Voilà. Bon, pour le Caucase, ça a été turquisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez sans doute de population arabe pour arabiser. On a turquisé. Puis les Mongols, puis les Khanats, et puis ensuite la soviétisation, vous voyez, le Caucase.
Et on a oublié, alors maintenant, on a une Arménie qui est caucasienne, quasiment, et que caucasienne. Mais autrefois, c'était qu'une petite partie de l'Arménie, le Et Caucase. oui, Il y bien avait sûr, une partie. l'Arménie était immense, oui, beaucoup plus grande, absolument. Voilà. Et donc, alors c'est quand même un drame pour un pays. C'est un peu comme si la France, finalement, se ramenait à, je sais pas moi, bon, peut-être pas la Provence, mais la Bretagne, vous voyez, à une de ces régions. Et dans cette région, il faudrait garder le souvenir du reste. Vous imaginez, ça serait même pas, l'analogie, ce serait même pas un corps amputé d'une jambe ou d'un bras, mais c'est comme si en fait il restait juste un bras ou une jambe qui garderait le souvenir du reste du corps. Et tout à fait, Ça tout à fait. À cause de la situation sur des terres qui peuvent être conquises par des voisins puissants, et c'est ça, c'est le sort du Kurdistan. Maintenant, le pétrole est à bas coût. Voilà. Et ça depuis donc la découverte, ils appellent ça le naft dans les récits de voyage, ils appellent ça le naft, 1870. Alors, ils commencent une exploitation qui n'est pas encore en grande quantité, mais ça commence à être exploité, puis par les frères Nobel en particulier. Ah oui. Et puis ensuite, ils vont multiplier, etc. Et aujourd'hui, le gros enjeu, c'est bien sûr les oléoducs et les passages des oléoducs, c'est-à-dire les lignes, les itinéraires en quelque sorte. En fait, aujourd'hui, il faudrait s'interroger sur les itinéraires du gaz. Regardez les itinéraires du gaz. Puisqu'en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est le gaz, plus que le pétrole. Le pétrole, mais aussi le gaz. Donc, en fait, regardez les itinéraires du gaz. On ne les connaît pas, il n'y a pas de carte. Donnez-nous une carte des itinéraires du gaz. Là, à mon avis, on aurait un peu de lumière. Et oui, certainement. Il faut une cartographie. Certainement. Il faut une cartographie. Merci, je crois qu'on a à peu près fait le tour, me semble-t-il. Tout à fait. Restera, comme je vous ai dit, à ce que vous puissiez me dire une date à un moment donné où on pourra publier cette vidéo, de manière à ce qu'elle ne passe pas tout à fait dans l'obscurité. Oui, ça serait bien aussi qu'on réalise dans le monde catholique qu'il y a eu ce royaume chrétien, 3 grands royaumes chrétiens, et qu'aujourd'hui, quand on parle des 3 républiques du Caucase, sous l'Azerbaïdjan, il y a l'Albanie. Oui, voilà, tout à fait. Et une Albanie qui jusqu'au 8e siècle a été chrétienne, et puis ensuite, en fait, elle n'a pas été musulmane, elle a été conquise, elle a été islamisée, puis ensuite, il y a encore d'autres. Donc, le royaume albanien, quand il y a eu un royaume albanien constitué avec une unité, une durée, vous voyez, ça a été sous le christianisme. Sous le christianisme. Après, c'est une conquête musulmane, donc c'est des gens qui sont sous la férule et puis qu'on exploite. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Non, merci de m'avoir donné la parole pour raconter cette histoire et pour qu'on comprenne que… Si vous pouvez remontrer votre livre, je crois, pour terminer, ça serait très bien. Voilà. Ce livre sorti déjà, mais qu'on trouve encore, je crois. Ah oui, on trouve, on le trouve sur Internet. Donc, vous m'écrivez, je vous l'envoie et puis… La chrétienté disparue du Caucase, de toute façon, oui, je mettrai votre email absolument sous la vidéo. S'il y a des gens que ça intéresse, je l'envoie. Et j'ai un site internet, les droits d'auteur vont pour les enfants que j'ai au Cambodge. Ah oui, c'est vrai, vous en aviez déjà parlé. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame Marion Duvauchel, vraiment. Merci. Très intéressante vidéo dans l'actualité. Merci de m'avoir donné cette tribune. À bientôt. À bientôt.